qui est en pénurie, finalement, c'est pas tant des postes de direction ou universitaires. C'est plus des postes qui sont un peu plus, qui nécessitent plus des études techniques ou la maîtrise d'une compétence bien précise. Et c'est de ça qu'on manque. Mais pourtant, ces professions, elles ont accès à moins de programmes de permis de travail facilitants. Donc, à notre sens, l'immigration joue vraiment un rôle clé là dans la pénurie de main-d'œuvre. C'est qu'aujourd'hui, tu as une population au Canada qui est peu nombreuse, qui est un petit peu vieillissante, il faut le dire. Et les métiers dont on manque, c'est pas les métiers qui accèdent le plus facilement à des programmes d'immigration. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, on a un épisode vraiment dans l'air du temps parce qu'on parle de recrutement à l'international mais du point de vue vraiment de l'immigration aussi. Puis j'ai reçu, en fait, pour en parler, 2 filles super solides. Vous allez voir, là, ils ont été excellentes. J'ai beaucoup appris, en fait, dans cet épisode-là. On parle avec Laurine Benoit, qui est responsable communication marketing, et Maître Béatrice Lemay, qui, elle, est avocate en immigration. Toutes les deux travaillent chez Imétis. Imétis qui offre justement des services d'immigration au Canada. Puis accompagne en fait les entreprises avec tous les aspects, là, permis de travail, procédures pour faire immigrer. Donc, c'est pas des recruteurs nécessairement, mais c'est elles là, qui vont faire en sorte que ce soit possible de recruter à l'international. Je leur ai posé plein de questions, c'était super. C'est elles, en fait, qui m'ont même fait réaliser à quel point on avait eu une baisse, tu sais, dans l'immigration depuis à peu près 2 ans, puis comment ça avait joué sur la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît. Puis même, les gens commencent à parler de crise de la main-d'œuvre, là. On a dépassé l'étape de pénurie. Bref, elles m'ont ouvert les yeux, puis je me suis intéressée encore plus à ça cet été. Il faut savoir qu'on a enregistré en juin. Puis c'est un peu là que je m'en vais. C'est peut-être pour faire un petit disclaimer. C'est encore très d'actualité, mais reste qu'il y a des choses qui se sont passées un petit peu depuis l'enregistrement. Donc, entre autres, les mesures sanitaires là, qui ont quand même changé depuis notre enregistrement en juin. Mais il y a aussi les gouvernements là, qui se sont engagés à certaines mesures. Donc, Québec et Ottawa, entre autres, se sont entendus qu'ils allaient alléger les conditions de programme des travailleurs étrangers du Québec, créer un permis de travail ouvert, transitoire, puis mettre en place un programme de mobilité internationale. Donc là, je suis un petit peu dans les détails. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais c'est juste pour dire que c'est pas que les filles étaient pas à jour ou qu'ils l'avaient pas mentionné. C'est juste que, on enregistre notre contenu d'avance. C'est rare que ça arrive, mais des fois, entre-temps, ça se peut qu'il y ait des petites choses qui changent. Juste avant de vous les présenter, je veux vous rappeler que vous pouvez, en un seul clic, vraiment nous aider à propulser le podcast en allant nous donner 5 étoiles sur iTunes. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Vous allez là, ça prend 2 minutes, c'est pas plus compliqué que ça. En nous suivant sur la plateforme que vous écoutez, donc si vous n'êtes pas sur iTunes, vous pouvez quand même nous aider en vous abonnant au podcast, par exemple sur Spotify, à notre chaîne YouTube. Donc, peu importe le médium que vous utilisez, nous suivre, c'est nous aider. Et là-dessus, je vous présente Laurine Benoit et Maître Béatrice Lemay, toutes deux travaillant chez Imétis. Laurine Benoit, qui est responsable marketing. Allô, Laurine? Allô, Sarah? Merci d'avoir accepté mon invitation parce que c'est toi que j'ai rencontré en premier. Donc, j'apprécie et merci aussi de m'avoir présenté à ta collègue Maître Béatrice Lemay. Allô, Béatrice? Bonjour, je suis très heureuse de participer. Mais merci d'avoir accepté. Pour les besoins du podcast, on va se tutoyer, mais tu es un maître, en fait, tu es avocate en droit de l'immigration, tu es vraiment spécialisée dans le sujet, puis on s'est dit que ça serait vraiment le fun d'avoir vos 2 perceptions. Donc, du point de vue très terrain, très qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie avec les personnes, parce que toi, Béatrice, tu les accompagnes dans leur dossier au quotidien, puis Laurine, toi, tu as un petit peu plus le regard aussi sur le marché, le positionnement de l'entreprise, le lien avec les entreprises. Donc, premièrement, j'ai envie de vous demander comment ça va depuis la COVID? Comment est-ce que ça a bouleversé votre quotidien, en fait? Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de restrictions au niveau des voyagements, là. Sarah, je te dirais qu'en mars 2020,
quand les frontières ont fermé, on a capoté. J'ai pas d'autres mots. On fait de l'immigration. Notre travail, c'est de faire venir des travailleurs. Et là, le 18 mars 2020, on te dit, les frontières ferment, plus personne rentre. Et là, littéralement, on est tous dans l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc, on s'adapte au jour le jour. On attend les nouvelles mesures. On se rappelle aussi que le jour où les frontières ont fermé, il y avait uniquement les Canadiens et les résidents permanents qui avaient le droit de se rendre au Canada. Oui. Tous ceux qui étaient en statut temporaire, comme les travailleurs, les étudiants internationaux, il y a eu comme 5 jours où ils ne pouvaient pas venir. Donc, on était vraiment dans une grosse période d'incertitude le temps que le gouvernement s'adapte, que les mesures se mettent en place et puis un petit peu que le monde entier s'adapte. Donc, il y a eu comme quelques premiers mois où c'était vraiment difficile avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes de la part des immigrants, mais aussi des employeurs, comme qu'est-ce qu'on va faire? On a aussi observé un espèce de mouvement où les employeurs se disaient, il va y avoir du chômage parce qu'il y a plein de personnes qui sont mises à pied, donc on va plus avoir de pénurie de main-d'œuvre. Et en réalité, c'est exactement tout le contraire qui s'est passé parce que quand ça a commencé à repartir après la première vague, il y avait quand même 6 mois où il n'y avait pas eu d'immigrants. Et puis là, en fait, la pénurie de main-d'œuvre s'est exacerbée. Et donc, je te dirais qu'1 an plus tard, ça va bien, dans le sens où on est bien occupé et surtout qu'on a des autorités qui ont quand même su s'adapter assez rapidement pour que la vie continue et que malgré la fermeture des frontières, surtout l'immigration continue parce que ça, je pense qu'on va en reparler, puis Béatrice va pouvoir en dire plus. Il ne faut pas penser que parce que les frontières sont fermées, on n'immigre plus. Vraiment, oui, les frontières sont fermées, mais on peut toujours venir travailler ou étudier ou juste s'installer au Canada. Oui, je suis vraiment d'accord parce que même si c'est ça, il y a des restrictions qui demeurent encore aujourd'hui, c'est certain, avec la COVID, mais c'est étonnant à quel point tout le processus d'immigration se poursuit quand même, puis ça va vraiment très bien finalement, en fin de compte. 1 an et demi plus tard, non, ça va très bien, exactement. Les délais sont comme revenus à la normale? Pas tout à fait encore, mais versus le début de la pandémie où je pense que les délais de permis de travail, ça devait être un bon 6-8 mois pour certains permis de travail, ce qui est vraiment exceptionnel. Là, c'est de retour un peu à la normale, mais pas tout à fait. Donc, ça tourne autour de 2 mois environ, 2-3 mois pour un permis de travail, ce qui est quand même beaucoup plus rapide. Oui, c'est ça. Puis souvent, puis c'est un peu le but aussi de l'épisode, on a l'impression que de faire venir des travailleurs étrangers, même en dehors de la pandémie, là, que c'est super compliqué, que c'est long, que ça coûte très cher. Puis en jasant avec vous, la dernière fois, j'ai commencé à comprendre que non, c'était pas nécessairement un processus si lourd qui engageait tant que ça les employeurs. Est-ce que vous avez envie d'en parler un peu? Béatrice, vas-y. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, il y a je crois une grande méconnaissance un peu de tout ce qui est parcours d'immigration. Moi-même, avant de commencer à faire du droit de l'immigration, parce que j'ai pas fait tout le temps ça, j'avoue qu'en tant que Canadienne, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait recruter des gens à l'international. Là, j'en sais évidemment un peu plus, mais il y a plusieurs processus différents, puis il y en a des relativement faciles pour les employeurs qui sont quand même assez rapides. Puis je dirais qu'une moyenne générale pour les dossiers qu'on fait, c'est entre 2 à 4 mois pour faire venir une personne. Puis la clé là-dedans, c'est vraiment la planification. Il ne faut pas s'attendre évidemment à ce que son travailleur soit prêt à venir dans les 2 prochaines semaines, mais si on met la planification, on réfléchit aux différentes étapes du processus, on prépare tous les documents nécessaires, puis on travaille avec le travailleur aussi et avec la compagnie, mais les choses peuvent venir assez vite. C'est ça, il y a plein de programmes d'immigration, il y en a avec des coûts un peu plus demandants de la part du travailleur, de l'employeur plutôt, mais il y en a d'autres qui c'est vraiment très cher, même pas $500, j'ai des programmes qui coûtent $230 pour un employeur. Donc, je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance. Il y en a plusieurs qui doivent se dire ça doit coûter cher recruter à l'étranger, ça doit m'engager aussi dans ce processus-là. Engager quelqu'un à l'international, ça veut dire que je lui dois des choses au Canada, alors que c'est pas nécessairement vrai tout le temps. Oui, puis par rapport à ce que tu dis de dire, je vais lui devoir des choses, tu sais, Laurine, on en parlait, des fois, il y a une perception de dire, là, je deviens un peu responsable de la personne, faut que je demeure son employeur, puis alors que c'est pas forcément le cas. Puis pour rebondir sur ce que Béatrice disait, quand les employeurs viennent si tu veux, nous, on a 2 types d'employeurs qui viennent nous voir. On a des employeurs qui ont des projets de recrutement qui sont déjà extrêmement définis, qui ont l'habitude de recruter à l'international. Et donc, pour lesquels, si tu veux, ils ont l'habitude. Donc, le travail de Béatrice, là, serait plus de déterminer vraiment quel est le bon programme d'immigration, mais ils ont l'habitude. Et à contrario, on a vraiment les 2 extrêmes, en fait. On a des employeurs très habitués, puis ils ont envie que ça aille vite et que ça se passe bien. Et puis, on a l'autre extrême où là, effectivement, il y a vraiment une méconnaissance
ou ce sont des entreprises qui sont, alors le plus souvent en région, donc qui ont peut-être moins l'habitude de recruter à l'international et puis qui en fait lisent les journaux et voient des situations vraiment extrêmes de travailleurs qui sont là depuis 3-4 ans, qui attendent leur résidence permanente, donc vraiment tout ce qu'on voit dans les médias. Et en fait, ils font un amalgame entre la résidence permanente et le fait de venir à titre temporaire. Parce que ça, c'est vraiment, faut avoir en tête qu'il y a deux mondes en immigration. Tu as le monde temporaire et tu as le monde permanent. Et en fait, le monde temporaire, c'est vraiment ce que disait Béatrice, ça va quand même relativement bien. Et donc, il y a quand même un travail à faire, je dirais, d'éducation, mais vraiment avec de grands guillemets, pour un petit peu démythifier tous ces programmes d'immigration et puis rassurer aussi les employeurs que c'est pas forcément les coûts et les délais qu'ils attendent et que c'est exactement ce que disait Béatrice, avec beaucoup de planification, ça se passe bien généralement. Mais mettons, moi, je suis un employeur, puis là, je fais venir des gens. Puis là, je me rends compte, j'ai fait venir du monde au Canada, mais finalement, ça fonctionne pas. Cette personne-là, par exemple, elle est pas compétente pour le rôle ou c'est pas un bon fit. Est-ce qu'on est comme un peu pogné avec la personne? Est-ce que la personne va être obligée de se retrouver un travail, sinon être expatriée? C'est quoi un peu les conséquences sur... En fait, ça mêle un peu aussi du droit du travail parce que c'est sûr qu'il y a des contrats de travail, j'imagine, entre le travailleur et l'employeur, mais au niveau de l'immigration, il n'y a pas vraiment vous n'avez pas d'engagement de garder cette personne-là à votre emploi pour la durée de son permis de travail. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est comme n'importe quel travailleur avec le droit du travail, évidemment, mais on le renvoie. Puis c'est plutôt pour cette personne-là, en fait, le travailleur étranger, lui, il a un permis de travail dans la majorité du temps qui est lié à l'employeur. Donc, ça va être plus pour lui qui va avoir un problème parce qu'il ne pourra pas travailler pour un autre employeur. Il pourra juste travailler pour l'employeur pour lequel il est venu au Canada. Donc, lui, il va falloir qu'il fasse des démarches. Il ne va pas être expulsé du Canada. Il a le droit de rester, mais il n'aura pas le droit de travailler pour un autre employeur. Jusqu'à temps qu'il refasse un permis de travail. Mais pour l'employeur, lui, il peut renvoyer si la performance ne convient pas, etc. OK. Puis ça, j'imagine que vous agissez un peu comme une espèce d'intermédiaire ou de tampon pour s'assurer que si, mettons, ça fonctionne pas, là, le travailleur, il est pas tout nu dans la rue, là, en bon québécois, là. Il y a quelque chose, vous êtes là pour l'accompagner, pour essayer de retrouver un permis de travail ou... C'est sûr que moi, je fais des deux. Je travaille avec et des particuliers et des compagnies. Donc, si le particulier me mandate et qu'il a trouvé un autre employeur, moi, oui, effectivement, j'en fais beaucoup des gens qui, s'ils arrivent au Canada, finalement, ça ne fonctionne pas avec cet employeur-là, puis ils trouvent un autre employeur qui veut le recruter, mais on fait des modifications de permis de travail, on l'accompagne là-dedans. Donc, ça dépend de qui m'avait mandaté. Est-ce que c'est plus l'employeur ou est-ce que c'est plus le travailleur? OK. Béatrice, je serais curieuse, souvent on entend beaucoup parler résident temporaire, permis de travail, résident permanent. C'est quoi un peu les grandes étapes pour devenir citoyen canadien? Alors, je dirais que dans la majorité des cas, on commence avec un statut temporaire. Pendant environ, on va parler au Québec, là, pendant environ un bon 2 ans désormais. Puis après ça, on a un pont. Donc, on peut lier notre résidence temporaire, l'expérience qu'on a gagnée en devenant un résident permanent. Donc, puis après ça, une fois qu'on est résident permanent, après plusieurs années, on peut finalement faire notre demande de citoyenneté. Donc, c'est vraiment les 3 grandes étapes. Résident temporaire, résident permanent, citoyen canadien. Puis, le résident permanent, en fait, il y a presque tous les droits d'un citoyen canadien, je dirais, sauf le droit de vote. Mais encore là, tout ce qui est criminalité, il faut faire particulièrement attention parce que tant qu'on n'est pas citoyen canadien, on est quand même sur la select. Donc, si on fait une erreur, si on commet un crime, il y a un risque que ce crime-là nous fasse qu'on va être expulsé du Canada. Donc, c'est pas un statut à part entière, hein, c'est résident permanent. On n'est pas encore citoyen canadien, on est encore expulsable, on va dire. Puis quand on parle de crime, là, c'est-tu genre si je brûle un feu rouge, c'est un crime ou c'est quoi non, niveau? Ça c'est du pénal, ça c'est correct, mais je veux dire, nous, ce qu'on aime souvent donner comme exemple, c'est que du simple alcool au volant, désormais, c'est considéré comme la grande criminalité. Donc ça, c'est vraiment la catégorie de crime la plus grave aux yeux de l'immigration. Donc, juste ça peut avoir des grosses conséquences. Surtout pour un travailleur étranger temporaire, mais même pour un résident permanent, ça pourrait éventuellement signifier que la personne doit quitter le pays. Mais, je veux dire, l'alcool au volant, sans banaliser la chose, c'est grave de l'alcool au volant. Puis c'est pour ça, justement, qu'ils ont augmenté les peines dernièrement. Mais juste de l'alcool au volant, ça peut complètement ruiner ses chances d'avoir un avenir au Canada. Oui, fait que dans le fond, sans dire que la personne était complètement ivre au volant, tu vas dans une soirée, tu dépasses le point 8. Non, juste une condamnation. Tu peux te faire retourner dans ton pays. Ouais, je comprends. Exact. Donc, il faut faire très attention avec ça.
On a dans le parcours d'immigration, donc temporaire, permanent, puis citoyen, puis quand tu fais ta cérémonie de citoyenneté, tu dois en quelque sorte prêter allégeance à la reine Élisabeth II. Alors, prêter allégeance, c'est un terme fort, mais comme tu sais, le Canada reste une monarchie, tu lis un texte qui dit qu'en soi, tu acceptes d'avoir Élisabeth II comme reine. Et on connaît des résidents permanents qui sont résidents permanents depuis peut-être 20, 25 ans et qui prendront pas la citoyenneté parce qu'ils sont pas à l'aise de prêter allégeance à la reine. Vraiment? Oui, vraiment. Donc, c'est très symbolique en réalité, puisque ça change absolument rien. Mais c'est comme une anecdote qui nous fait sourire parce que c'est vrai que t'as beau être résident permanent, être là depuis des années. Si tu veux avoir ta citoyenneté, il y a toute une cérémonie. C'est vraiment c'est plus pour le principe et l'image. Et dont cette fameuse allégeance entre grands guillemets à la reine. Et donc, t'as des ressortissants étrangers qui sont maintenant presque canadiens parce qu'ils sont là depuis 25 ans, qui franchiront jamais l'étape juste pour la reine. Mais est-ce que c'est une question religieuse aussi, un peu de dire non, moi je prête pas allégeance à une reine, j'ai ma religion, même pas? Ça peut être des convictions politiques aussi, c'est certain. Ça peut être plein de choses, mais moi je trouve ça fou quand même. C'est ça que ça peut être un frein, mais je comprends que ça peut être un frein, mais des fois on oublie que le Canada, c'est encore moins que de la reine et surtout nos billets. Hein. Ben c'est surtout qu'en tout cas, il y a beaucoup de gens, disons, dans la société qui questionnent la pertinence de la monarchie. Fait que c'est sûr que ça peut être un petit peu ridicule de faire d'avoir ce genre de frein-là. C'est comme si c'était un problème pour les gens, pourquoi on l'enlève pas, mais bon, c'est pas simple comme ça. Le seul frein parfois qu'on voit à des ressortissants étrangers qui veulent pas devenir citoyens, c'est qu'en fait, t'as pas tous les pays qui autorisent une double nationalité. Donc, perdre ta nationalité d'origine pour prendre la nationalité, la citoyenneté canadienne, ça reste quand même une grande décision. Donc, par exemple, l'Allemagne, il me semble. Ouais, il me semble aussi. Effectivement, ça peut être confrontant de perdre ta nationalité d'origine. C'est ça. Parfait. Puis je veux revenir au règlement ou à la complexité de faire immigrer, puis un peu on backtracker avec la pandémie parce que c'est quand même intense là, ce qui s'est passé. Les frontières ont fermé. Vous avez parlé des Canadiens qui pouvaient des Canadiens qui pouvaient revenir, mais que c'est pas tout le monde qui pouvait revenir. Mais il y a aussi l'aspect les personnes qui étaient ici au Canada justement qui perdaient leur emploi. Moi, je l'ai vécu. J'avais une collègue dans ce temps-là qui venait tout juste d'émigrer de France. Puis elle devait être à l'emploi, mais là, en allant sur le chômage, pas le droit de PCU, c'était vraiment compliqué pour eux. Pouvez-vous nous en parler? Comment ça a été vécu par les personnes qui étaient sur des permis de travail, justement? Déjà, je peux te donner un exemple qui est le mien, puisque moi, je suis immigrante et je suis arrivée juste avant la pandémie. C'est vrai. Et finalement, quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, alors c'est sûr que je viens de France, donc on parle la même langue, j'ai pas non plus traversé la planète, mais quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, puis tu prends le temps de t'installer, tu découvres, et puis quelques mois après, il y a une pandémie mondiale, t'es confiné, et puis tu as une grosse incertitude face à ton emploi. Et effectivement, moi, je suis dans le cadre d'un permis de travail fermé, comme Béatrice donnait l'exemple. Donc, je me disais, en travaillant en immigration, les frontières sont fermées. Moi, je me suis dit, je vais perdre mon emploi, puis back to France, quoi. Et c'est vrai que c'était vraiment, si tu veux, et ça, c'est peut-être quelque chose dont les employeurs n'ont pas toujours conscience quand ils font venir des travailleurs, c'est que tant que tu as un statut temporaire, alors certes, tu as un emploi, mais du jour au lendemain, tu peux ne plus avoir d'emploi, besoin d'avoir un nouveau permis de travail. Donc déjà, quand il n'y a pas de pandémie, ça génère toujours une petite inquiétude. Et là, dans un contexte pandémique, effectivement, nous, on a vu beaucoup moi, des amis, des clients, des collègues être mis à pied sous permis de travail fermé pendant la pandémie. Et en fait, on a observé deux grands mouvements. Un mouvement de « Oh mon Dieu, j'ai vraiment peur, en fait, je rentre dans mon pays d'origine ». Et ça, c'est un élément qui a exacerbé la pénurie de main-d'œuvre, puisque sur l'année écoulée, en fait, tu as beaucoup d'immigrants qui, pour des raisons diverses, soit ils avaient été mis à pied puis ils se sentaient pas de retrouver un nouvel emploi et d'obtenir un nouvel permis de travail, ou soit ils ont vraiment vécu la distance et les confinements avec leur famille et leurs proches de manière assez difficile. Tu as vraiment un nombre important d'immigrants qui sont rentrés dans leur pays d'origine et qui ont comme laissé de côté leur expérience en disant tant pis, c'est un événement que j'aurais pas pu prévoir, je prends la décision de rentrer. Mais tout ça pour dire que oui, effectivement, la pandémie a généré beaucoup d'inquiétudes pour les résidents temporaires. Et on a vu aussi que tant que tu n'es pas résident permanent, tu as un statut qui est un peu plus précaire, puisque tu es lié à un employeur ou un permis de travail. Et donc, en cas de mise à pied, finalement, tu es traité comme un Canadien, tu es mis à pied.
Et puis, après, à toi de soit arriver à trouver un nouvel employeur pour avoir un nouveau permis de travail ou prendre une décision plus difficile qui est d'abandonner ton expérience d'immigration. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, puis quand on parlait aussi des travailleurs dans les restaurants, par exemple, là, il y a vraiment un gros, grave manque de travailleurs dans ce secteur-là. Souvent, ce qu'on entend dans les médias, c'est plus de dire, OK, tu sais, les restaurants ont été fermés, les gens se sont retrouvés des emplois, ont changé, mais reste qu'il y a aussi, vous m'expliquez qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient immigrants sur des permis vacances-travail, qui étaient dans ce secteur-là. Donc, vous l'avez observé, vous l'observez en fait au quotidien? Oui, mais moi, avec l'aspect de la restauration, je trouve que c'est ça, il y a comme deux volets. Il y a le premier, c'est que pendant la pandémie, ils ont fermé les bassins justement pour tout ce qui était jeunes professionnels, PVTIS, donc les permis de travail ouverts. Ça, c'est tout le programme qui concerne les jeunes de moins de 35 ans. Puis ça, il y en a vraiment beaucoup. C'est des permis qui sont faciles à obtenir, c'est des permis de 2 ans. Tu peux même avoir un permis de travail ouvert avec ça, donc ce qui n'arrive pas souvent. Donc ça, c'est des permis très, très utilisés. Puis c'est des jeunes, souvent des jeunes Européens qui viennent ici faire ce genre de job-là, travailler dans la restauration, etc. Puis après ça, ils peuvent retourner dans leur pays ou rester ici. Sauf que là, les bassins ont été fermés dès le début de la pandémie, puis ils viennent toujours de réouvrir. Ils ont été fermés pendant à peu près 1 an. Donc, tous ces gens-là, ils n'ont pas pu venir au Canada, ils n'ont pas pu devenir la main-d'œuvre canadienne. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un manque là-dedans. Puis ça a réouvert tout récemment. Là, je pense que ça a réouvert peut-être fin mars, il me semble, Laurine. Début mars, il me semble. Début mars, ouais. 1er mars, ouais. Puis là, depuis, ça va très, très bien, là, les jeunes pros, les PVT, ouais. Mais reste que ça a ouvert que pour certains pays. C'est-à-dire que donc c'est les programmes Expérience Internationale Canada. Je pense qu'il y a comme une trentaine de pays, Béatrice. À peu près. Et là, pour la nouvelle saison, à la réouverture, il y avait au début que 3 ou 4 pays, donc des ressortissants uniquement de 3 ou 4 pays qui pouvaient bénéficier à nouveau de ces permis. Puis là, plus ça avance, plus on vaccine, plus la situation se débloque un peu partout dans le monde, plus ils réouvrent pour d'autres pays. Mais c'est vrai qu'on a eu une suspension d'un programme qui permettait à de nombreux jeunes Européens, comme disait Béatrice, de venir au Canada assez facilement et qui, effectivement, comme on le disait l'autre jour, occupe des emplois dans le tourisme et la restauration parce qu'ils viennent aussi au Canada pour avoir une expérience, mais pour voyager. Donc, ils prennent des emplois qui sont peut-être un peu plus temporaires ou un peu moins contraignants pour se laisser le loisir de vivre vraiment l'expérience canadienne. Puis, ils font des road trips, ils vont jusque dans l'Ouest, ils travaillent un peu, puis ils repartent. Ah, c'est vraiment un beau programme. Puis même encore aujourd'hui, je vous ai dit qu'ils ont réouvert donc dans certains pays, comme Laurine a dit, mais par exemple, le PVT, c'est pas totalement réouvert parce que quand même, pour venir au Canada, tu démontres que tu as un emploi qui t'attend. Donc, c'est quand même restrictif comparé à d'habitude. Puis là, parallèlement comme à ça, la réalité de la pandémie, il y a eu aussi une réforme que le ministre Simon Jolin Barrette a présentée, qui n'a pas tellement passé. J'ai envie de vous entendre là-dessus. C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce que ça l'impliquait, en fait, cette réforme-là sur les travailleurs qui étaient ici? Ça a vraiment resserré les conditions de l'immigration. En fait, ça concerne la résidence permanente. Donc, habituellement, il y a vraiment un pont entre on a un statut temporaire au Québec, puis après ça, on fait le lien avec on devient un résident permanent. Donc, habituellement, c'est ça le but. Je dirais la majorité des gens viennent pour rester, pour s'installer ici à long terme. Donc, ils ont changé les conditions d'admissibilité pour la résidence permanente. Donc, avant, c'était vraiment plus facile. Il suffisait de rester à 1 an, de travailler 1 an au Québec dans n'importe quel métier. Puis après ça, on pouvait avoir la résidence permanente, demander son CSQ, avoir la résidence permanente éventuellement. Sauf que maintenant, les conditions, c'est vraiment plus sévère. Donc, il faut avoir 2 ans de travail et du travail qualifié. Donc ça, il y a comme il y a certains métiers qui sont qualifiés, il y a certains métiers qui ne le sont pas. Par exemple, tout ce qui est restauration, c'est pas qualifié. Donc, ça complique vraiment les choses. Puis souvent, les PVT aussi, ou les jeunes pros, ceux ils sont beaucoup utilisés. Donc, c'est 2 ans le permis de travail. Donc, ça permet pas, s'il faut accumuler 2 ans d'expérience pour être admissible à la résidence permanente, c'est trop serré, les délais sont trop serrés parce qu'un PVT, c'est juste 2 ans. Donc, ils n'ont pas le temps d'accumuler l'expérience nécessaire pour faire la demande de résidence permanente. Donc, ça, c'est un gros problème. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils retournent en France, qu'ils refassent une autre demande en disant « j'avais accumulé ». Exact. Donc, il y en a, moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a plusieurs qui retournent en France, puis il y en a d'autres, ils sont forcés de se trouver un employeur qui les supporte dans leur demande. Puis, donc, c'est de faire des démarches d'immigration, ça peut parfois être plus compliqué, et d'obtenir une prolongation d'un permis de travail. Donc, vraiment, ça rajoute une étape de plus, ça limite les gens. Ouais.
On jase en fait des enjeux, puis dans le quotidien, puis de qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que les bassins de talent soient un peu restreints, puis qu'on en arrive où on est aujourd'hui. Vous pensez que l'immigration, ça joue quel rôle dans justement la pénurie de la main-d'œuvre, mettons maintenant puis pour le futur? À quel point est-ce que ça fait partie de la solution? Puis si oui, est-ce que c'est pour des secteurs en particulier, dans tous les secteurs? Je dirais que nous, ce qu'on constate et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une inadéquation entre les besoins de main-d'œuvre et les options d'immigration qui existent. Dans le sens où tu as des secteurs qui sont extrêmement pénuriques, qui sont un peu tous, mais principalement, tu as l'enseignement. On manque cruellement d'enseignants francophones. Tu as les TI. Alors ça, les TI, c'était déjà en pénurie avant, pas qu'au Canada, en Europe ou ailleurs aussi. Puis le fait qu'on se digitalise tous pendant un an, on n'a fait qu'accentuer. C'est des profils qui sont extrêmement recherchés, puisqu'au Canada, en fait, c'est des profils qui sont encore en études, qui n'ont pas fini, donc ils ne sont pas disponibles sur le marché. Et puis le dernier secteur qui est pénurique, c'est la manufacture, mais au sens large. C'est-à-dire que ça va aussi bien du conducteur de camion de transport qu'à l'opérateur de machine en passant par le mécanicien. Et aujourd'hui, si tu veux, ça revient un peu à ce que disait Béatrice tout à l'heure. Tu as des métiers qui sont considérés comme non qualifiés au regard des programmes d'immigration. Donc, ce qui définit la qualification d'un métier, c'est sa CNP. Donc, généralement, un métier qualifié, c'est une CNP A, B ou O. Et puis, en fait, ceux qui sont les CNP, C et D sont considérés comme moins qualifiés. Mais en fait, CNP, je m'excuse, CNP. Classification nationale des professions. OK. C'est souvent des métiers A, B ou 0. C'est souvent des métiers universitaires ou au moins cégep collégial. Fait que tout ce qui est c'est comme plus des métiers, c'est pas qualifié. Puis c'est ça le problème. Et ce qui est en pénurie, finalement, c'est pas tant des postes de direction ou universitaires. C'est plus des postes qui sont un peu plus, qui nécessitent plus des études techniques ou la maîtrise d'une compétence bien précise. Et c'est de ça qu'on manque. Mais pourtant, ces professions, elles ont accès à moins de programmes de permis de travail facilitants. Exactement. Donc, à notre sens, l'immigration joue vraiment un rôle clé là dans la pénurie de main-d'œuvre. C'est qu'aujourd'hui, tu as une population au Canada qui est peu nombreuse, qui est un petit peu vieillissante, il faut le dire. Et les métiers dont on manque, c'est pas les métiers qui accèdent le plus facilement à des programmes d'immigration. C'est intéressant, ça. Puis, tu sais, c'est quelque chose que moi, j'entends pas beaucoup dans les médias. Est-ce qu'il y a des initiatives en ce sens-là? Est-ce qu'il y a un peu de lobbying pour dire, il faudrait peut-être faire changer les programmes d'immigration pour répondre aux réels besoins du marché du travail? Mais je sais pas s'il y a du lobbying, mais c'est certain que récemment, ça n'a pas aidé parce que il y avait un programme qui, en fait, à chaque année, en février 2020, ils révisent une liste de professions pour lesquelles ils vont faciliter l'obtention d'un permis de travail au Québec. Et puis, en février donc 2021, ils ont révisé la liste. Ils ont enlevé toutes les professions de la restauration. Donc, tout ce qu'on a vraiment besoin en ce moment, ils l'ont enlevé. Donc, mais avant, c'était quand même relativement facile de faire venir tout ce qui était chef cuisinier ou juste n'importe qui travaille dans la restauration, dans les ventes aussi. Et donc, ils ont enlevé la possibilité maintenant. Donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué de faire venir. Donc, moi, je trouve que c'est ça. Il y a encore une fois une inadéquation. Puis ça date d'il y a à peine 4 mois. Donc... Oui, puis ça, c'est pas relié à la pandémie, là, nécessairement. Là. C'est quelque chose qui est comme... Je sais pas s'ils se sont pas dit, justement, on va être très, très en manque ou les restaurants sont fermés, donc on fera pas venir des gens pour venir travailler dans les restaurants, sauf que là, les choses réouvrent désormais, puis la liste, elle s'update une fois par année, donc on va attendre encore un petit moment. Ouch. Et sans parler de lobbying, on a vu récemment des initiatives, là, pour le coup, de chefs d'entreprise qui disaient, c'était un petit peu un cri du cœur dans les médias, qui disaient, écoutez, on n'a pas de main-d'œuvre, il faut nous aider à faire venir des travailleurs plus rapidement, tant en restauration que dans la manufacture, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on constate au Québec, alors là, on se concentre sur le Québec aujourd'hui, c'est que tu as de plus en plus de chefs d'entreprise, là, on parle de PME, qui en fait ne peuvent pas se développer, refusent des contrats parce qu'elles n'ont pas de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, tu le vois quand tu sors de Montréal, que tu vas dans les Laurentides ou dans les cantons de l'Est, tu es sur la route, puis tu as les usines et il y a des grandes pancartes avec écrit « Nous embauchons en gros ». Ouais. Parce que ces entreprises-là, elles n'arrivent pas à soutenir leur croissance du fait d'un manque de main-d'œuvre.
Donc, c'est quand même un sujet assez réel et inquiétant. Puis, tu as les employeurs, en fait, qui font des cris du cœur, et particulièrement les restaurateurs qui disaient récemment qu'il y avait tellement peu de cuisiniers que, par contre, ben, ça, c'est positif pour ceux qui occupent des emplois de cuisiniers. Leurs salaires ont comme vraiment augmenté parce que il y en a pas. Donc, pour les attirer, il faut vraiment avoir des salaires plus importants, des conditions de travail plus importantes, puisqu'on sait que dans la restauration, les conditions de travail, c'est parfois un peu difficile. Donc, par contre, on pourra dire que la pandémie aura amélioré les conditions de travail des métiers de la restauration. Non, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est ce qu'on travaillé pendant un bon bout aussi. C'est peut-être pas la meilleure. Oui, effectivement, ils ont mangé leur bas pendant longtemps. Ouais. Mais oui, en fait, il y a eu une réalisation aussi peut-être de l'importance de certains corps de métier, puis du fait que ça faisait pas de sens que ces personnes-là soient aussi peu rémunérées, considérant leur importance dans la société. Je suis assez d'accord que ça a amené ça, mais reste que pour les entreprises, puis nous au Québec particulièrement, on a beaucoup de PME, on est une économie très riche de PME. Donc, si nos entreprises peuvent pas survivre parce qu'ils doivent, ou tu sais, en tout cas, qu'ils sont mis sont plus fragiles parce qu'ils peuvent pas livrer des contrats, c'est sûr que c'est préoccupant pour la société. Puis moi, ça, dans mon métier, je l'observe à tous les jours. Là, c'est vrai dans tous les secteurs. C'est vraiment pas facile pour les entrepreneurs de pouvoir avoir la main-d'œuvre, puis de la main-d'œuvre compétente. Là. Puis vous, d'ailleurs, quand vous accompagnez les gens là, pour dire, bon, ben, OK, on va définir tes besoins pour aller recruter, est-ce que des fois, comment je peux dire, est-ce que vous êtes en mesure de dire à l'entreprise si c'est une bonne chose pour eux dans leur contexte, avec le genre de poste qu'ils recherchent, d'aller recruter, ou c'est plus, faut décider, puis après ça, on va voir une entreprise comme la vôtre pour nous accompagner? Ça se fait dans deux sens. On en revient un petit peu aux deux extrêmes et à la méconnaissance de l'immigration. En fait, on va dire que pour mon côté, je suis comme parfois le premier contact avec les employeurs qui ont un projet. Puis là où nous, on définit les besoins vraiment globaux et on regarde si c'est réaliste. Et en fait, quand je dis qu'il y a deux extrêmes, c'est que tu vas avoir l'entreprise qui est comme vraiment frileuse, qui a jamais recruté à l'international, qui se dit est-ce que je m'essaye pas, oh ça va me coûter 100 000 pièces pour faire venir 3 travailleurs, alors que c'est pas du tout le cas. Et puis à côté de ça, tu as des entreprises qui viennent nous voir et qui disent bon j'ai besoin de 15 développeurs web, ils commencent dans 15 jours. Non, c'est vrai ça. Donc notre rôle, c'est un petit peu aussi de, tu sais, je pense pas qu'on puisse dire à une entreprise, c'est pertinent d'aller recruter dans tel ou tel pays. En revanche, on est capable de lui dire ton projet est réaliste ou non. Exact. Et en fonction des besoins si tu veux, on définit toujours vraiment le projet sur la base de quel type de poste tu veux recruter, quel coût tu es prêt à supporter et quel délai tu es prêt à supporter. Et c'est comme ça que si une entreprise nous dit je veux faire venir un travailleur dans 15 jours, on lui dit non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Béatrice travaille très fort, mais 15 jours, ça marche pas. Et en fonction de ça, on peut leur dire, puisque du fait des accords bilatéraux entre le Canada et d'autres pays, tu as des pays pour lesquels le délai de traitement d'un permis de travail est plus rapide que dans d'autres pays. Donc, effectivement, une entreprise qui vient nous voir et qui nous dit « j'ai un besoin extrêmement urgent » et elle recrute déjà sur plusieurs bassins de talents dans le monde, on va lui dire privilégie peut-être un bassin en Europe, puisqu'on sait que les pays européens ont des accords avec le Canada qui permettent d'avoir des délais de traitement très raisonnables, comme Béatrice, ce que tu observes. 2-3 mois à peu près. C'est ça. VS, d'autres pays qui ont moins d'accords ou qui n'ont même pas d'accord du tout avec le Canada, où là, on est sur des délais qui peuvent monter très, très rapidement. Oui, puis une facilité d'immigration aussi. Il y a plus d'exigences quand tu viens d'un pays qui n'est pas l'Europe. Oui, c'est ça. Il y a ça dépend des ententes, comme vous l'expliquez. Exact. Puis vous m'avez aussi dit que même au Canada, à l'intérieur des différentes provinces, les conditions aussi sont pas les mêmes. Puis ça, c'est peut-être une des raisons qu'on perd beaucoup de main-d'œuvre. Je vous laisserai en parler. Béatrice, veux-tu y aller? Oui, je vais y aller. Non, effectivement, mais c'est surtout, je dirais, au niveau de la résidence permanente que c'est là que ça fait vraiment la différence. Parce que, oui, il y a deux mondes, donc il y a le temporaire, le permanent, mais il y a aussi, particulièrement au Québec, deux paliers. Il y a le fédéral et le provincial. Mais c'est ça, dans tous les provinces, il y en a plusieurs au Canada, mais c'est vraiment en immigration, le Québec, je dirais, qui est vraiment le différent, celui qui est vraiment à côté des autres. Lui, il exige plus de choses. Donc, par exemple,
Pour toutes les décisions en immigration, presque, le Québec veut donner son accord avant que quelqu'un puisse avoir un permis de travail. Par exemple, quand on fait une demande une demande de IMT, là, je vais peut-être un peu plus dans les détails, mais bref, pour le temporaire, le Québec donne son autorisation, mais aussi pour le permanent. C'est là qui complique et qui rallonge énormément le processus. Donc, quand on fait une demande de résidence permanente, on obtient l'accord du Québec qui prend à peu près en ce moment un bon 6 mois. Puis après ça, on fait une demande au fédéral une fois qu'on a obtenu, ce qui peut prendre en ce moment un bon 2 ans. Donc, pour obtenir sa résidence au Québec, c'est un bon 2 ans et demi en ce moment, avec les délais COVID, mais c'est toujours c'est toujours beaucoup plus long qu'au Canada. Parce qu'au Canada, pas besoin d'avoir nécessairement l'accord de la province. Et il y a un programme qui est complètement différent qui s'appelle l'entrée express, qui est un peu comme une grille de points en fonction de ton expérience de travail, ton âge, ton diplôme, ton niveau de graduation. Et une fois que quand tu es admissible à ce programme-là, c'est 6 mois à obtenir une résidence permanente. Donc, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus rapide. Puis, 6 mois versus 2 ans et demi pour obtenir sa résidence permanente. Ça signifie qu'on ne s'établit pas au Québec, ben ça convainc plusieurs personnes, je crois, de ne pas déménager au Québec. Ou même d'être au Québec et de décider de quitter le Québec parce que les délais sont trop longs. Oui, puis après, est-ce qu'ils reviennent au Québec? C'est pas sûr. Là, si ça prend un bon 2 ans avant, en tout cas, c'est sûr que... Exact. Puis j'oubliais, il y a la langue aussi, hein, parce que immigrer au Québec, en ce moment, de plus en plus, il faut parler français pour faciliter sa possibilité de résidence permanente au Québec, tandis que ceux qui parlent pas au Québec, ceux qui parlent pas français au Québec, même s'ils ont un permis de travail en ce moment au Québec, c'est vraiment, ça les bloque. Donc là encore, ils vont obligés de déménager ailleurs. Quand tu dis ça les bloque, est-ce que c'est parce que les critères des réglementations ont été resserrés, c'est ça? Oui, exactement. Il faut avoir un bon niveau de français maintenant. Il y a plusieurs programmes de résidence permanente, mais un des programmes les plus faciles, c'est le programme de l'expérience québécoise. C'est celui-là qui est vraiment mis de l'avant par le Québec. Et pour être admissible, il faut avoir un bon niveau de français, là. OK. Puis là, on a parlé beaucoup aussi, c'est ça, des réglementations, des délais. On commence à avoir un portrait là, qui se dessine, tout ça. J'aimerais ça qu'on regarde un peu de l'autre côté de la médaille sur les humains là-dedans, les travailleurs. Quand on veut en faire venir, à quoi il faut être prêt comme employeur ou comment il faut être conscient, mettons, de la réalité que ces gens-là vivent. Vous en observez souvent au quotidien. Y a-t-il des conseils ou des choses que vous auriez à donner aux auditeurs? Comme le premier conseil qu'on pourrait donner à un employeur, c'est d'être transparent avec son travailleur sur ce qu'il attend. Je m'explique. On revient à ce que disait Béatrice tout à l'heure. C'est pas parce que tu fais venir un travailleur que le travailleur va avoir une garantie d'emploi pendant toute la durée de son permis de travail. Et ça, les employeurs, peut-être pas volontairement, mais on observe des employeurs qui disent pas clairement à leurs travailleurs, tu vas venir, on va voir si ça se passe bien. Et puis, si ça se passe pas bien, d'un côté comme de l'autre, du côté du travailleur comme de l'employeur, ça va pouvoir s'arrêter. Donc, nous, on assiste parfois un petit peu des déceptions des travailleurs qui disent « Ah, c'est bon, j'ai mon permis de travail, il va 2 ans, je vais être 2 ans dans cette entreprise. » Et qui, au bout de, 1 ou 2 mois, pour des raisons diverses et variées, ça peut être des questions d'intégration, ça peut être des questions d'incompréhension sur le poste, et ça se termine. Et puis, ces travailleurs, ces humains, ils ont tout laissé dans leur pays d'origine. Souvent, ils ont un conjoint ou une conjointe, ils ont des enfants, donc ils ont vendu leur maison, ils ont déscolarisé leurs enfants, ils sont partis à l'aventure au Canada, puis au bout de 3 mois, on leur dit tout s'arrête parce que tu perds ton emploi. Et c'est ça que il faut aussi que les employeurs ils aient conscience de ce que vit quelqu'un qui immigre au Canada. Immigrer, c'est pas un droit, c'est une chance. Et peu importe le pays d'où on vient, ça reste quand même des grands changements de vie là. Alors peut-être que le changement est moindre quand tu viens des États-Unis parce que ça reste des pays proches et puis une culture qui est assez similaire. Mais que tu viennes d'Europe, d'Afrique, d'Asie, ça reste quand même des grands changements de vie où tu arrives dans une société nouvelle, où tu dois t'acclimater avec un nouvel emploi. Et surtout, mais ça, on va en parler après, je pense, c'est comme la culture du travail. Parce que nous, on travaille beaucoup avec la France, et Béatrice va pouvoir en parler. Les avantages sociaux au Canada versus d'autres pays d'Europe sont quand même pas les mêmes. Non, c'est ça. Moi, c'est vraiment parce que je suis impliquée avec les clients, mais c'est vraiment, je pense, la chose que j'entends le plus parler, c'est vraiment le choc de se rendre compte qu'ici, le 5 semaines de vacances, il faut vraiment l'obtenir après plusieurs années de travail. Donc, moi, mon conseil aux employeurs, c'est vraiment d'adapter leur offre d'emploi
en regardant c'est quoi les conditions, c'est quoi les avantages que les travailleurs ont dans leur pays pour essayer de rendre leur offre peut-être un peu plus alléchante. Parce que c'est ça, moi, je travaille beaucoup avec des gens d'Europe, puis c'est ça, c'est tout un choc de se rendre compte ici que bon, il n'y a pas de la couverture sociale qui est comprise, etc. Donc ça, je trouve ça toujours un peu drôle. Puis moi, je rajouterais, par contre, si tu veux attirer les travailleurs à l'étranger puis tu veux avoir une offre qui est plus élevée au niveau des avantages sociaux, il faut que tu fasses attention à ton équité interne. Donc, ça implique de t'assurer que tes travailleurs que tu as actuellement, fait que ça peut être des coûts quand même importants, fait que c'est à réfléchir, là. Mais oui, puis oui, la France en particulier sont très reconnus pour meilleure couverture sociale, médicale, toute, là, finalement. Fait que ça doit être quand même un choc. C'est quoi les autres genres de chocs que vous observez? Est-ce qu'au niveau de la culture, bon, souvent on entend là, dire en France, c'est un petit peu plus hiérarchique, disons, qu'au Canada. Est-ce que qu'au Québec même particulièrement? Est-ce que vous l'observez, ça? Laurine, je te vois hocher de la tête. je hoche la tête parce que déjà, je suis française, là, puis surtout, je suis vraiment passée d'une entreprise avec un siège à Paris, donc vraiment l'entreprise française dans toute sa splendeur, avec la hiérarchie, les avantages sociaux et tout ce qui va avec, à un modèle canadien, québécois, peu importe. Et effectivement, sans même parler des avantages sociaux et des congés, dans le travail au quotidien, en France, tu as effectivement la hiérarchie est beaucoup plus stricte, beaucoup plus délimitée. Tu as des process de validation qui sont parfois un peu plus longs. Je remarque qu'ici, on a moins tendance à dire non, franchement, ou en tout cas, on ne veut pas vexer l'autre. VS qu'en France, si c'est non, c'est non. Puis généralement, on n'est pas d'accord de toute façon. Donc, quelque chose qu'on te propose. Non, mais sans vouloir stigmatiser, effectivement, il y a vraiment des différences de culture au travail. Aussi sur les horaires, par exemple. En France, c'est tout à fait courant de faire des journées un peu plus longues, mais on a une pause déjeuner de 2 heures. VS au Québec, quand tu es au travail, tu fais ta journée. Quand tu es au travail, tu prends moins de temps de pause et puis après, tu as plus de temps libre. Je trouve qu'ici, il y a une place plus importante accordée à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. En tout cas, de mon point de vue, puis c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, je trouve que le Québec est un peu plus avancé sur les questions d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui sont maintenant très importantes là. Puis est-ce que c'est un choc qui est comme positif pour les travailleurs qui arrivent puis qui se disent « Ah, wow, c'est le fun » ou c'est comme challengeant puis c'est bizarre pour eux de voir que, je sais pas, les autres, ils priorisent leur équilibre de travail-vie puis ça les déstabilise? Je pense que, Béatrice, tu vois beaucoup d'exemples différents. Je pense que ça dépend vraiment de tout un chacun et du type de poste aussi. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec des entreprises en TI. Donc, tu sais, c'était sur des professions où ils ont déjà un peu plus d'autonomie dans leur emploi. Je veux dire, quand tu es développeur, tu développes ta solution, puis tu es souvent dans des startups ou des entreprises un peu plus jeunes. Alors que sur d'autres postes, il y a peut-être un cadre de travail qui est un peu plus normé, un peu plus défini. Donc, ça dépend des postes, des individus. Puis, on a parlé beaucoup de la France, l'Europe. Est-ce que vous accompagnez aussi des gens de plein de pays dans votre réalité ou là, en ce moment, ça se concentre plus sur l'Europe parce que c'est plus facile avec l'immigration? C'est sûr que nous, on a beaucoup de clients de l'Europe parce qu'effectivement, c'est vraiment plus facile. Puis, à cause de toutes les ententes, la langue aussi, je pense que ça facilite l'immigration. Mais non, on a du monde de partout, d'Amérique du Sud, d'Afrique aussi. Même ce qui est Japon, Corée du Sud aussi, on fait un peu partout dans le monde. Il y a des travailleurs partout qui sont prêts à venir au Canada, ça me surprend tout le temps. Puis quand ça se passe, là, quand on les intègre, ces personnes-là, on a beaucoup parlé de clarifier les attentes, Laurine, je pense que c'était très clair. On a parlé de peut-être avoir une conversation ouverte, d'être conscient ou à l'affût des différences culturelles. Il y a aussi l'aspect, moi, pour avoir des parents qui ont été expatriés, là, il y a l'aspect du conjoint aussi là-dedans qui suit le travailleur. Qu'est-ce qu'on peut faire comme entreprise pour s'assurer, pour aider, en fait, parce que des fois, c'est comme, ça va bien avec le travailleur, mais la conjointe s'acclimate pas ou le conjoint, puis c'est important quand même, donc les gens décident de revenir dans leur pays. Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour faciliter les programmes qui existent ou des trucs créatifs? En fait, t'as deux types d'employeurs. T'as des employeurs. Ah oui, c'est vrai. T'as des employeurs qui prennent tout en charge pour l'arrivée de leurs travailleurs.
c'est-à-dire qu'ils prennent en charge financièrement, c'est une chose, mais qui vont offrir ce qu'on appelle un package de relocation aux travailleurs qui font venir. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge les coûts afférents au permis de travail pour l'ensemble de la famille, donc la personne qui recrute, son ou sa conjointe, même les permis d'études des enfants, qui vont par exemple leur offrir le premier mois de loyer, qui vont les mettre en relation avec des agences de relocation pour les aider à s'intégrer, donc c'est-à-dire à scolariser les enfants, à rencontrer du monde. Donc, tu as des employeurs qui sont extrêmement généreux et qui bichonnent leurs travailleurs parce qu'ils ont conscience aussi que c'est plutôt dans le cas de famille. Et puis, tu as d'autres employeurs qui sont peut-être un peu moins généreux et où là, on a quand même de belles associations d'aide aux nouveaux arrivants qui permettent aux conjoints de s'intégrer, de trouver un emploi. Je te dirais que ce qu'on observe qui est le plus gros challenge, c'est que le conjoint trouve un emploi assez rapidement. Dans le sens où, tu veux peut-être y aller, Béatrice, là, sur le permis de travail fermé, permis ouvert de conjoint. Oui, en fait, c'est ça, c'est que dans la majorité des cas, le conjoint peut toujours accompagner, non, pas toujours accompagner, mais dans la majorité des cas, quand la personne a un travail qualifié, le conjoint peut accompagner quand même relativement facilement s'il est conjoint de fait ou s'il est marié et la famille, donc la famille suit. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est évident, mais c'est vraiment c'est un projet à deux dans la plupart des cas. Donc, c'est vraiment important que pour la personne, moi, je les appelle le demandeur principal, c'est pas très personnel, mais pour le travailleur qui est recruté, c'est vraiment important que son conjoint soit pris en compte, qu'on communique avec lui aussi, qu'on l'accompagne aussi dans ses démarches, puis que les deux soient inclus. Même pas juste les deux, des fois, la famille soit inclue au complet dans le projet. Donc, moi, ça me fait toujours plaisir d'inclure les deux dans la conversation, puis de m'assurer que le conjoint aussi se sent rassuré, puis qu'on l'oublie pas, puis qu'il va venir avec tout le monde. Mais comme disait Laurine, c'est vrai qu'il y a vraiment deux types d'employeurs. Il y a ceux qui s'occupent de tout, puis il y a ceux qui s'occupent du principal, puis après ça, le travailleur principal, lui, il s'occupe de son bord, de son conjoint. Donc ça, c'est peut-être un peu moins... Ouais, puis vous m'aviez même dit... Ouais, puis pour faire du pouce sur ce que tu dis, Béatrice, vous m'aviez dit la dernière fois qu'on n'est même pas obligé de payer les frais de relocalisation, là, c'est-à-dire même pas le déménagement, rien. Il y a des cas où les gens font venir les travailleurs, puis c'est comme, moi, je te propose un travail, mais c'est tout, là. En dehors de ça, c'est toi qui... Exactement, parce que les frais qu'ils sont obligés de payer, c'est des petits frais gouvernementaux, mais après ça, effectivement, il y en a plusieurs... qui disent moi je t'offre le contrat de travail, mais toi en échange tu t'arranges au Canada, tu trouves ton appartement, etc., etc. Même l'hôtel obligatoire avec la quarantaine, l'employeur n'a pas non plus à le payer, donc ouais. C'est quand même, fait que ça fait partie des choses qu'il faut peut-être dire clairement, puis j'imagine que ça fait une grosse différence aussi sur le taux de succès puis la relation qu'on bâtit. C'est sûr que avec l'employeur aussi, c'est ça. Plus que tu prends soin des gens, probablement plus qu'il y a de chances de succès. Je m'avance un peu, mais... Ouais. Ah oui, de sentir que toute ta famille est supportée dans ce projet-là, puis que c'est pas juste toi, puis t'es pas juste un pion, je pense que, clairement que la personne elle serait plus à l'aise avec ça. Mais d'ailleurs, on le voit de plus en plus, il y a des au Québec, alors il me semble que c'est une initiative gouvernementale où ça s'appelle les Journées Québec. Ce sont des missions de recrutement où des entreprises québécoises peuvent participer, puis après, c'est ciblé par pays. Donc, tu as les Journées Québec Monde, mais tu as les Journées Québec France, Sénégal, États-Unis. Donc, c'est vraiment des missions de recrutement qui permettent aux entreprises québécoises d'aller, d'être mises en relation. Avant, ça se faisait physiquement, mais là sur l'année écoulée, bien sûr, ça se fait virtuellement. Mais donc, aller à la rencontre de travailleurs du monde entier qui sont à la recherche d'un emploi ici. Et ce qu'on observe sur les 2 dernières années, c'est que les employeurs qui commencent à être habitués à recruter à l'international étoffent un petit peu je vais appeler ça un package d'arrivée, pour rebondir sur ce qu'on dit, parce qu'ils ont bien compris qu'un projet, c'est pas une seule personne, c'est toute la famille, et qu'ils attireront plus de candidats, et surtout l'intégration se passera mieux si leur travailleur, quand il arrive au Canada, il sait que son conjoint peut suivre, que ses enfants sont là, qu'il va être accompagné dans ses démarches, et que tout va bien se passer, parce qu'effectivement, avec l'Europe, tu as moins de barrières de langue, mais dans d'autres continents, tu as une vraie barrière de la langue, c'est-à-dire que parfois, les travailleurs parlent un petit peu anglais, mais pas tant.
puis ils arrivent au Québec et puis il faut se franciser, comme on dit. Donc ça prend quand même une grosse intégration. Puis il faut se franciser, mais au Québec, il faut, comme on va se le dire, il faut parler anglais et français et anglais, en fait, sur le marché du travail. Donc, il y a ça aussi, j'imagine, qui est un défi si le conjoint ou la conjointe n'est pas bilingue, par exemple. C'est plus dur de trouver du travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous venaient en tête qu'on n'a pas adressées, que vous aimeriez qu'on parle? Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment que de faire passer le message qu'il y a une méconnaissance des procédures d'immigration et que c'est important quand on pense à recruter à l'international de se renseigner au préalable, de pas se fier forcément à une idée reçue ou peut-être à une autre entreprise qui aurait eu une mauvaise expérience, puisque l'immigration, c'est quand même extrêmement personnel. Et donc, tu as des situations diverses et variées, mais vraiment, comme Béatrice le disait, puis je pense qu'on peut le redire, si tu anticipes, que tu planifies, généralement, ça va bien. Exactement. Tu vois un peu ce que je voulais dire. Non, mais c'est le mot d'ordre, la fin, vous êtes d'un commun accord. Il faut planifier, comprendre, anticiper et expliquer aussi à la personne qui vient s'installer ou travailler dans notre entreprise, être transparent, être très clair sur les pour, les contre, les risques aussi que cette personne-là prend. Donc, mais merci les filles, c'était super éclairant. Merci d'être venues nous en parler puis de façon très concrète et appliquée. Je suis certaine que ça va être super utile pour plein d'auditeurs. On propose aux gens de vous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais mettre les liens vers la page de Imétiste. Je vais mettre aussi les liens vers vos LinkedIn personnels si vous êtes à l'aise. Puis aux auditeurs, si vous avez des questions, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez le goût peut-être de commencer à tester le recrutement international, puis vous avez des besoins pour un accompagnement, je vais les inviter à contacter avec vous aussi pour ça. Donc, merci d'avoir été là. Bon vendredi. Bye! Merci beaucoup.